Les Vases du C, tome 6, Le fils d'Éléonore, suite. Dimanche 27 juillet 2031. Ils se levèrent de bonne heure pour être à 7h30 à l'aéroport Marco Polo. Elena ne savait toujours pas où ils allaient passer la dernière semaine de leur lune de miel. Elle avait prévu des vêtements d'été légers, mais avait aussi prévu des vêtements adaptés à la montagne, car tout était possible avec son mari. Alex avait toutefois été surpris qu'elle fasse tout tenir dans une valise cabine. Il avait connu ça avec sa mère, et sa femme utilisait les mêmes astuces, comme il le faisait lui-même. La jeune femme ne découvrit la destination du vol qu'au moment de l'embarquement, quand Alex lui transféra son billet sur son smartphone. « Skiathos » dit-elle étonnée. « Ce n'est qu'une escale, pas la destination finale, » lui répondit-il taquin. « Me voilà bien avancé. J'en sais quand même un peu plus. Nous allons sur une île grecque. Mais il y en a tellement. » « Il ne te reste qu'à me faire confiance, » lui dit-il en l'embrassant. Après près d'1h30 de vol, ils firent une escale d'1 heure à Bari, avant de reprendre un autre avion pour de nouveau 1h30 de vol. L'atterrissage fut impressionnant. L'avion passait à une dizaine de mètres au-dessus de la route côtière pour atteindre la piste. Ce n'est que lorsqu'Alex l'emmena au port prendre le ferry qu'elle sut où elle allait. Skópelos. Ce nom lui disait quelque chose sans qu'elle parvienne à retrouver. Elle surfa en douce sur le net. Skópelos était une île des Sporades où avait été tourné le film Mamma Mia. Certes, elle aimait la comédie musicale et le film, mais elle ne voyait pas Alex l'amener là pour cette raison. Elle devrait attendre encore un peu. Alex avait loué une voiture dans la petite ville de Skópelos. L'île était magnifique et l'hôtel où son mari l'avait emmenée avait un accès à la plage de Glyfoneri, aussi appelée plage d'Agios Konstantinos. C'est d'ailleurs sur cette plage qu'il lui révéla pourquoi il l'avait amenée ici. Cette plage n'est pas seulement un bel endroit entouré de falaises, avec ses eaux turquoises, son sable et ses galets blancs, ses pins qui s'étendent jusqu'au rivage. Cet endroit était particulier pour mes parents. Les seuls à le connaître sont Dominique et Steph, surtout Dominique. Il lui raconta l'histoire de l'enlèvement de sa mère par le meilleur ami de Matteo, Gianmarco, tombé amoureux secrètement d'Éléonore quand il l'avait vue à Ischia en 1999. Il l'avait revue lors de l'Armada du siècle à Rouen, car il était officier sur le Palinuro, un des bâtiments venus pour le rassemblement de grands voiliers. Il avait alors avoué à Éléonore qu'il l'aimait et qu'il avait envie d'elle. Elle l'avait alors repoussé. François était à cette époque en mission au Kosovo, et Éléonore lui avait tout raconté lorsqu'elle l'avait rejoint. Elle n'avait revu cet officier qu'à Ischia en 2001, alors qu'il venait voir Matteo, et François était avec elle. En fait, il les avait espionnés pendant presque tout leur séjour, comme il l'avait raconté lors de son procès. Le 5 avril 2002, il l'avait enlevée alors qu'elle sortait de son service à 21h sur le parking de l'hôpital de Bois-Guillaume, après l'avoir endormie avec du chloroforme, et mise dans le coffre d'une voiture de location, après l'avoir ligotée et bâillonnée. Mon père, ne voyant pas ma mère rentrer, s'était inquiété, avait essayé de l'appeler en vain. Le sac de ma mère était dans sa voiture. Elle venait juste de le jeter sur le siège passager et s'apprêtait à monter dans sa voiture quand cet homme l'a enlevé. Mon père avait appelé dans le service et l'infirmière de nuit s'était rendu compte que la voiture était toujours sur le parking. Max avait emmené mon père sur place et ils avaient découvert la voiture ouverte et aucune trace de ma mère. Ils avaient alors prévenu la police. C'est mon père qui leur avait signalé l'obsession de Gianmarco Pantano pour ma mère. Pantano, comme le maire de Sant'Angelo ? Le maire et son neveu. Alex poursuivit en racontant comment la police avait reconstitué ensuite le trajet du ravisseur jusqu'à Marseille, où il avait emmené Éléonore sur un voilier en la dissimulant dans une malle après lui avoir injecté du midazolam. Ça aurait pu être dangereux. Ce n'est pas un produit anodin, réagit Elena. Je ne suis pas sûre qu'il en ait eu conscience. Mon père avait lui-même appelé Matteo pour qu'il se renseigne sur Gianmarco après lui avoir expliqué ce qui se passait. Matteo avait alors demandé à Paolo, l'ancien maire, où était son frère. C'est ainsi qu'ils avaient appris qu'il avait quitté la marine et acheté un voilier pour faire le tour du monde avec la femme de sa vie, une femme blonde rencontrée à Ischia et revue lors d'un rassemblement de bateaux. À aucun moment Paolo n'avait fait le rapprochement. Mon père, lui, l'a tout de suite fait et a prévenu la police avec l'immatriculation du voilier et son nom, le Ballerina.
Un nom révélateur, lui aussi, dit Helena. Le jeune homme poursuivit son récit. Après avoir quitté Marseille, malgré le signalement, l'inscription d'Éléonore au fichier des personnes recherchées, le mandat d'arrêt européen lancé contre Gianmarco, le voilier n'avait pas été repéré. Il avait été découvert après coup. Il avait fait escale à Tunis, à La Valette et à Héraclion. Pendant tout ce périple, Éléonore avait été séquestrée et de plus attachée et bâillonnée pendant les rares escales. Elle avait également été violée sous GHB. Puis, après qu'Éléonore ait refusé de boire pendant 24 heures de peur d'être de nouveau droguée, le ravisseur avait cessé le GHB de peur qu'elle se laisse mourir, mais avait néanmoins continué à abuser de sa victime. Maman avait fini par jouer la comédie pour endormir la méfiance de son ravisseur, pour qu'il ne l'attache plus et ne l'enferme plus afin de pouvoir enfin s'échapper. C'était son idée fixe, retrouver mon père. L'ancien marin était seul à piloter, ne dormait pratiquement pas, pour parvenir le plus rapidement possible hors des eaux territoriales des pays de l'Union européenne. Sa victime avait donc profité d'une escale et du moment où il s'était enfin assoupi, après l'avoir de nouveau assailli pour s'échapper. C'est ici, dans cette baie, que le voilier avait jeté l'ancre, et ma mère est arrivée sur cette plage à la nage le 20 avril vers 18h. A couru pieds nus jusqu'à l'hôtel, et c'est Dominique, qui était alors ici en vacances, qui l'a aidée avec le réceptionniste de l'hôtel. C'est lui qui a appelé mon père, qui le soir même a loué un jet privé pour arriver le plus vite possible. Dès le lendemain matin, il est arrivé avec le premier ferry. Enfin, il revivait. Tous ces jours, il s'était réfugié dans le travail et raccroché à un foulard en soie de ma mère, le même qu'il avait emmené au Kosovo et le même auquel il s'est raccroché quand ma mère est morte. Comme toi, avec mon bandana. Quel traumatisme pour tous les deux. J'imagine que ta mère a eu des séquelles. Être enlevée, séquestrée, violée à maintes reprises, ce sont des traumatismes importants. Elle a été soignée pour son SSPT pendant plusieurs mois. Mais mon père a toujours été là. Et malgré les viols, ce n'est pas leur sexualité qui en a souffert. La magie a toujours opéré entre eux. Ma mère souffrait surtout de cauchemars et de flashbacks. Mais le traitement a fonctionné. L'amour de mon père et la danse ont été peut-être plus efficaces encore. Mais tout cela, avec ma sœur, nous ne l'avons su qu'en 2018. Quand ma mère est décédée, mon père a continué à venir, ici, chaque 20 avril. Il est resté quelques jours jusqu'au 24, le jour où ils avaient renouvelé leur vœu de mariage devant un prêtre orthodoxe dans une petite église perchée sur un rocher que je t'emmènerai voir. Tu veux dire cette petite église qu'on voit dans le film Mamma Mia ? Oui. En 2018, il nous a emmenés avec lui, Lisa et moi. Il nous a raconté l'histoire. Nous sommes revenus avec lui l'année suivante. Puis en 2020, il a rejoint ma mère, dit Alex, les larmes aux yeux. Helena le prit dans ses bras et ils restèrent longtemps, enlacés sur cette plage de la mer Égée, à contempler les eaux turquoises. Moi aussi, je crois que je me laisserais mourir si j'étais séparée de toi pour toujours, dit soudain le jeune homme. Pendant ces 3 années où tu avais disparu, j'ai tenu parce que tu étais vivante quelque part. Tu étais partie, mais je pouvais espérer te revoir un jour. Et si j'ai tenu, c'est aussi parce que j'ai été aidée, soignée. Comment ça ? Quand tu m'as quittée, j'ai sombré dans la dépression. Mais j'ai été prise en charge rapidement. Antidépresseurs, psychothérapie et tout le tralala pendant plusieurs mois. Et puis Gauthier me donnait des nouvelles au compte-gouttes pour que je ne sombre pas plus. Mais pas assez pour que tu ne rompes pas toute relation avec lui. Si tu avais coupé les ponts complètement, l'espoir de te revoir aurait été infime. J'ai vécu avec cet espoir pendant près de 2 ans. Jusqu'à la fin de novembre 2028, quand Gauthier m'a annoncé que tu étais en couple. Là, j'ai carrément pété les plombs et j'ai commencé à coucher avec toutes les filles qui te ressemblaient physiquement. Je n'avais plus d'espoir, même Alice n'était qu'un substitut. Et puis, il y a eu tes vidéos. J'espérais qu'elles m'étaient destinées, au moins tu pensais à moi, peut-être. Oui, je pensais à toi, s'exclama Helena, la voix tremblante d'émotion. Tu l'ignores, mais les quelques vidéos que tu avais publiées, dont la lettre à Helena, je les avais vues. Je n'ai jamais réussi à t'oublier. Je m'étais tellement sentie blessée que j'étais partie sur un coup de tête, pas parce que je ne t'aimais plus, mais parce que je ne voulais plus souffrir. Te voir, c'était aussi revoir cette fille sur toi. C'était insupportable. Mais pendant ces 3 longues années,
n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais je ne pensais pas que tu en avais autant souffert, toi aussi. Nous nous sommes fait souffrir tous les deux, dit Alex, en plongeant son regard azur dans les yeux de sa femme. Je t'aime, mon amour. Tu n'imagines pas à quel point. Au contraire, je l'imagine très bien. Je ne supporterai plus d'être loin de toi longtemps. Et quel que soit ton projet, je te soutiendrai. Je pourrai toujours trouver un poste là où tu iras. Mon projet d'IAD n'est pas dû au hasard, pas plus que d'avoir attiré en Savoie quand je suis partie. Mon objectif à terme était de pouvoir travailler en SMUR, peut-être pas à temps plein, mais partager mon temps de travail entre le bloc ou la SSPI et le SMUR, par exemple. Ce que je voulais, c'était vivre ce que tu étais censé vivre au quotidien, et pourquoi pas un jour le vivre avec toi, parce que je n'ai jamais aimé que toi. Il nicha sa tête dans le cou d'Alex qui resserra son étreinte. Il savait qu'Elena avait fait figurer le SMUR dans ses choix de stage pour partager cette expérience avec lui, mais il ignorait que les raisons de ce choix remontaient à une période antérieure à leur retrouvaille. Même séparés, ils étaient restés connectés. Ils rentrèrent à l'hôtel, se réfugier dans leur chambre. Jeudi 31 juillet 2031. Skopelos, l'île Émeraude, était un vrai paradis pour les deux amoureux, avec ses plages à l'eau translucide peu fréquentées, entourées par des forêts de pins, ses petits monastères isolés dans les montagnes, ses petites villes aux ruelles étroites, pavées et bordées de maisons blanches typiquement grecques. Il était facile de s'évader du quotidien dans cette île préservée, loin du tourisme de masse. Les habitants étaient très accueillants, heureux de leur faire découvrir leur île et leur culture. Elena avait adoré découvrir ses paysages et son histoire avec son amoureux. Dès le lendemain de leur arrivée, ils avaient visité la capitale de l'île, qui se nommait aussi Skopelos. Nichée entre mer et montagne, la ville semblait être tout droit sortie d'un roman. Ils s'étaient agréablement perdus dans ses rues, y faisant des découvertes à chaque coin. À l'extrémité de son port, ils avaient trouvé un escalier à la belle église blanche de Panarista Tupiru. De là-haut, ils avaient joui d'un point de vue incomparable sur la ville qui abritait aussi un musée du folklore qui leur avait permis d'en savoir plus sur l'histoire de l'île et les différentes coutumes de ses habitants. Lors de leur déjeuner, outre l'inévitable salade grecque, ils avaient goûté à la skopelitiki, une sorte de friand au fromage en forme de spirale, une spécialité de l'île, introuvable ailleurs, faite d'une fine pâte feuilletée frite garnie de feta. Ils avaient profité des plages de Skopelos, propices au calme, au repos et à la détente. N'attirant pas les foules, ces plages étaient soit de sable, soit de galets. L'une des plus belles plages de sable était la plage de Staphylos, au sud de l'île. Elle leur avait semblé magnifique et était très facilement accessible. Ils avaient eu aussi un faible pour la plage de Limonari, avec sa grande baie de sable fin aux eaux turquoises, en forme de fer à cheval et entourée de falaises ornées de pins odorants. Ces eaux peu profondes et calmes avaient été propices à la plongée en apnée, car une fois passés les rochers, concentrés à l'entrée de la plage, les fonds marins étaient aussi immaculés que le fond d'une piscine. Ce jeudi, ils s'étaient dirigés vers le nord de l'île pour visiter Glossa, la deuxième plus grande ville de Skopelos. Ils avaient garé leur voiture en dehors de la vieille cité et étaient partis en exploration. La partie la plus ancienne était uniquement piétonne. Avec ses ruelles sinueuses et pentues, bordées de maisons blanches aux balcons peints, elle cachait de nombreux cafés et tavernes dans un environnement idyllique, vraiment incomparable. Ils y flânèrent toute la matinée, main dans la main. La place du village offrait un panorama fantastique sur la mer Égée et les îles voisines. Ils y avaient déjeuné dans une des tavernes, jouissant de l'ambiance décontractée habituelle de l'île. Ils avaient ensuite repris la route pour se rendre à la chapelle d'Agios Ioannis, qu'Alex avait promis de montrer à Elena. L'édifice religieux où Éléonore et François avaient renouvelé leurs vœux se trouvait au sommet d'une falaise de 100 mètres, facilement accessible grâce à son escalier creusé dans la roche. Le couple avait discuté avec les habitants de cette petite église et ils n'avaient pas la moindre idée de la date de sa construction. En revanche, des légendes et des mystères entouraient ce lieu depuis toujours. Une de ces légendes racontait qu'en entrant chez lui une nuit, un pêcheur de Glossa avait vu une lumière au sommet du rocher. Cet événement s'était reproduit pendant plusieurs nuits, jusqu'à ce qu'une femme entre dans son rêve et lui dise que là où il y avait la lumière, il y avait une icône. Le pêcheur avait grimpé au sommet du rocher et avait trouvé une icône de Saint Jean le Baptiste. Il l'avait ensuite emmenée dans un autre endroit pour la mettre en lieu sûr. Mais l'icône était revenue à sa place au sommet du rocher.
Après un certain temps, le pêcheur avait construit une petite église pour protéger l'icône. L'escalier était assez raide, mais la terrasse de la chapelle leur offrit un panorama unique sur la côte est de Skopelos, avec ses eaux turquoises, et sur l'île voisine d'Alonissos. Ils s'y attardèrent à l'ombre d'un vieil olivier. Puis ils pénétrèrent dans la chapelle pour se recueillir dans cet endroit où les parents d'Alex étaient revenus en pèlerinage pendant plusieurs années. Ils n'étaient pas seuls. Un vieux prêtre remplaçait les cierges usés et d'autres touristes visitaient les lieux. Main dans la main, Alex et Helena attendirent que les vacanciers sortent. Le prêtre leur tournait le dos et priait devant les icônes de la minuscule chapelle. Le silence était revenu. Le vieux religieux fit un signe de croix et se retourna pour sortir. Ce n'est qu'à ce moment qu'il vit le couple recueilli. Ses yeux croisèrent ceux d'Alex. Le prêtre marqua un moment d'arrêt. Puis il se dirigea vers le jeune homme et s'adressa à lui en anglais. « Excusez-moi, mais vous me rappelez quelqu'un dont j'ai fait la connaissance il y a très longtemps, il y a 30 ans. Un homme et une femme en réalité. Je pense que vous parlez de mes parents, mon père, François et Éléonore. Oui, c'était bien leur prénom. Ils avaient renouvelé leur vœu de mariage à la suite d'un événement tragique, et ils sont revenus chaque année ensemble jusqu'à la mort de votre mère. Ensuite, votre père venait seul chaque 24 avril, du moins jusqu'en 2019. Depuis, je ne l'ai plus revu. Mon père est décédé le 30 mars 2020 pendant la pandémie. Ah, je comprends. Vous êtes son parfait sosie. Mais je me souviens maintenant, vous êtes déjà venu avec votre père et votre sœur qui, elle, ressemblait étrangement à votre mère. Oui, mon père nous avait emmenés en 2018. C'est cette année-là qu'il nous a révélé l'histoire de l'enlèvement de ma mère et pourquoi tous les ans, au mois d'avril, ils partaient tous les deux en nous laissant à la garde de nos grands-parents. Je me souviendrai toute ma vie de vos parents. Ils incarnaient l'amour, un amour inconditionnel. Il irradiait autour d'eux comme il irradie autour de vous deux, jeune homme. À la manière dont vous vous regardez tous les deux, j'imagine que vous êtes ensemble. Helena et moi, nous sommes mariés au début du mois, répondit Alex très ému. Alors, permettez-moi de vous bénir tous les deux, en souvenir de François et Éléonore. Éléonore qui avait les yeux émeraudes comme vous, Helena. À ce moment, Alex sortit 2 anneaux de sa poche. Helena le regarda, surprise, tout comme l'ecclésiastique. « Je vois que vous avez anticipé ma proposition, jeune homme. »« J'espérais sans trop y croire, répondit Alex. Ce sont les alliances de mes parents. »« Eh bien, cela me ramène près de 30 ans en arrière. » Le vieux Pope, très ému, procéda à la bénédiction des alliances. «Ο Κύριε, αγίασε την αγάπη αυτών των συζύγων. Ήθε το δαχτυλίδι που φορούν ως σύμβολο πιστότητας να τους καλεί συνεχώς σε αμοιβαία αγάπη. Από τον Χριστό τον Κύριό μας. Αμήν». Alex reprononça les paroles qu'il avait prononcées à l'église d'Ischia. Elena, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il glissa ce nouvel anneau à la main droite de sa femme selon le rite orthodoxe, et Elena suivit son exemple. Alexandre, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre et del Figlio et dello Spirito Santo. Ils étaient tous les deux très émus et se regardaient éperdus d'amour. Ils s'embrassèrent longuement sous le regard attendri du prêtre. Ce qui est étonnant, c'est que vous portez tous les deux un prénom grec, Alexandre, protecteur des hommes, et Helena, éclat du soleil. Je me rappelle que votre père était médecin et votre mère infirmière, Alexandre. Et vous deux ? Je suis médecin urgentiste, répondit Alex. Et moi, infirmière, ajouta Helena. L'histoire semble se répéter. Eh bien, en tout cas, vos métiers sont en accord avec vos prénoms. Alexandre, vous êtes bien un protecteur des hommes en sauvant des vies, celui qui repousse l'ennemi, en l'occurrence la maladie. Et vous, Helena, je vois en vous une infirmière chaleureuse, dont la beauté illumine certainement la journée des patients. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Les jeunes mariés remercièrent le prêtre, qui les regarda s'éloigner pendant un long moment. Le lendemain, ils avaient poursuivi leur découverte de l'île avec le monastère de Saint-Réginos, édifié sur les ruines d'une église byzantine au milieu d'un massif rocheux.
De nombreux monastères se cachaient un peu partout sur l'île, et en entrant dans le monastère de Timios Prodомos, ils avaient été chaleureusement accueillis par des nonnes qui leur avaient offert des loukoums faits maison. Ils avaient fini la journée sur la plage isolée de Kerasorema, avec ses eaux bleues profondes et ses galets blancs, accessibles uniquement en bateau. En admirant sa femme en bikini turquoise sur cette plage paradisiaque, Alex se souvint des paroles du pope. « Helena, éclat du soleil. Depuis le premier jour, tu as illuminé ma vie, mon amour. Avec toi, tout a plus d'éclat, pensa-t-il. Sans toi, tout est terne. J'ai tant besoin de toi. »